Les voyages. C'est un leitmotiv dans son autobiographie, cette affirmation de son amour de la vie qui s'exprime notamment par une certaine frénésie des voyages. Dans le 2e chapitre de La force de l'âge, elle s'exclame « Voyager, ça avait toujours été un de mes désirs les plus brûlants. » Et elle commente « Parmi les 5 sens, il y en avait un que je plaçais de loin au-dessus de tous les autres, la vue. » Elle voyage dans le monde entier, qu'elle parcourt à pied, à vélo, en voiture et même à dos de chameau. Elle utilise tous les moyens de locomotion inventés par l'homme, ou presque, et dans une exaltation telle que peu parviennent à la suivre. Bianca Lamblin, dans les mémoires d'une jeune fille dérangée, raconte une excursion à pied dans le Morvan avec Simone de Beauvoir. Je cite « Nous faisions environ 20 km par jour, ce qui me coûtait de grands efforts. Simone, au contraire, était très endurante, très aguerrie. Elle m'entraînait vers l'avant, avec un soupçon d'impatience. » Fin de citation. Aussi est-elle souvent amenée dans sa jeunesse à voyager seule. Voyager, c'est explorer le monde de manière quasi exhaustive. Des promenades fanatiques, citation, qui la font rêver de parcourir le monde sans manquer une prairie ni un bosquet, voir tout, mener ses explorations mieux qu'un excursionniste chevronné. Ce sont ses mots. Simone de Beauvoir analyse cet aspect de sa personnalité comme un élément de sa maniaquerie, une rage de collectionneur, dit-elle, qui ne trouve sa fin qu'en elle-même, même si elle est à l'origine de grandes joies et même d'exaltation. Elle visite donc les villes françaises où elle vit, où elle exerce et où elle rencontre Sartre. Elle fait découvrir Paris à ses connaissances, explore la Provence, Marseille. Son arrivée à Marseille comme jeune professeur est chargée d'une intense émotion. « J'eus le coup de foudre », écrit-elle. Elle y mène une véritable exploration systématique. Citation « Je grimpais sur toutes ces rocailles, je rôdais dans toutes ces ruelles, je respirais le goudron et les oursins du vieux port. Je me mêlais aux foules de la Canebière. » Seule ou entourée de la population, elle déambule aussi bien dans la campagne que dans la ville et s'enivre de l'atmosphère comme des sonorités et des mots de la ville. J'aimais les tramways brimballants, dit-elle, où s'accrochaient des grappes humaines et les noms inscrits à leur front, la Madrague, Mazargues, les Chartreux, le Rouca blanc. Les odeurs, les couleurs, le relief, toutes les sensations de la vie méditerranéenne mobilisent son être tout entier. De Cassis à La Ciotat, je suivis à pied des falaises cuivrées. J'en éprouvais de tels transports que lorsque je remontais le soir dans un de ces petits carvers, je n'avais plus qu'une idée en tête, recommencer. La passion qui venait de me mordre m'a tenue pendant plus de 20 ans. L'âge seul en est venu à bout. Elle me sauva cette année-là de l'ennui, des regrets, de toutes les mélancolies, et changea mon exil en fête. Ce qui étonne dans cette ferveur de l'exploration, c'est son caractère entier, systématique. Par exemple, du 2 octobre au 14 juillet, pas une fois je ne m'interrogeais sur l'emploi d'un jeudi, d'un dimanche. Il m'était enjoint de partir à l'aube, hiver comme été, pour ne rentrer qu'à la nuit. Puis plus loin. Au début, je me limitais à 5 ou 6 heures de marche, puis je combinais des promenades de 9 à 10 heures. Il m'arriva d'abattre plus de 40 kilomètres. Je ratissais systématiquement la région. Je montais sur tous les sommets. Je descendis dans toutes les calanques. J'explorais les vallées, les gorges, les défilés. Je suivis au bord de la mer tous les chemins douaniers. Je visitais des villes, des bourgs, des villages, des abbayes, des châteaux. Toujours la beauté du paysage surpassait mes souvenirs et mon attente. Je retrouvais tenace la mission d'arracher les choses à leur nuit. Elle visite aussi la Bretagne en 1931, pendant les vacances de Pâques, et bien qu'elle remarque avoir été déçue, elle célèbre, je cite, la pâle étendue fluide de la grève du Mont-Saint-Michel, aussi mystérieuse que son nom. Saint-Malo, où des vagues café au lait battaient le grand B, Morlaix, et surtout Locronan, sa belle place de granit,
le vieil hôtel plein d'un innombrable bric-à-brac. Brest, Camaret, sous la pluie, laisse place au soleil de Douarnenez, où des barques légères, écrit-elle joyeusement coloriées, appareillaient pour les mers lointaines, où se rencontre la langouste rose. De nombreuses pages de ses mémoires sont consacrées aux villes et pays étrangers qu'elle visite en compagnie de Sartre. L'Espagne, le Maroc espagnol, l'Italie, Rome, Pise, Florence, Orvieto, Bologne, Venise, Milan, l'Allemagne, Berlin. Invité par un ami à Madrid, Sartre et Beauvoir visitent l'Espagne en 1931. Loin d'être une touriste ordinaire, sa découverte de Barcelone s'inspire de ses lectures et des enseignements qu'elle en a tirés. Citation. « Boire un chocolat espagnol, c'est tenir dans sa bouche toute l'Espagne, disait Gide dans Prétexte. Chaque jour, je me contraignais à avaler des tasses d'une sauce noire, lourdement chargée de cannelle. Je mangeais des pavés de Touronne et de pâtes de coin, et aussi des gâteaux qui s'effritaient entre mes dents, avec un goût de vieille poussière. Convaincus, d'après nos lectures, que la vérité d'une ville se dépose dans ses bas-fonds, nous passions toutes nos soirées au Barrio Chino. Des femmes lourdes et gracieuses chantaient, dansaient, s'offraient sur des estrades en plein air. » Fin de citation. La littérature aide à comprendre la vie, lui donne sens. C'est ce qu'elle montre à travers une anecdote, celle de l'arrestation d'un syndicaliste en pleine rue, sous leurs yeux, tandis qu'ils cherchent leur chemin. Ils n'ont rien vu, rien compris, avant d'avoir lu le journal du lendemain qui relatait cet incident. Nous nous consolâmes en pensant à Stendhal et à sa bataille de Waterloo. Sa frénésie, mot qu'elle emploie souvent, de découverte, est freinée par Sartre. J'aurais voulu voir littéralement tout, mais Sartre refusa catégoriquement. À Madrid, ils assistent aux corridas, flânent dans les rues au milieu des républicains exaltés et visitent le Prado. À Tolède, des fourmis dans les jambes, c'est elle qui l'écrit, elle réaffirme son désir de tout voir et goûte intensément le moment présent lorsque le temps s'arrête, dit-elle. Dans ses premiers voyages, elle se dit pétrifiée de bonheur. La visite de Séville est perturbée par le coup d'État, mais cela n'empêche pas la farouche voyageuse d'aller dans une boîte populaire où de grâces espagnoles dansaient sur des tonneaux, des fleurs de nard dans les cheveux. La nuit embaumait, remarque-t-elle. Après Grenade, Cordoue, elle est émerveillée par les villages blancs d'Andalousie, les chênes lièges, dénudés jusqu'à la ceinture, les côtes abruptes, la descente du crépuscule sur les sierras. Une petite excursion dans le Maroc espagnol, Tétouan, Xaouen, lui fait apprécier, avec transport, le grouillement des souks marocains, leurs ombres, leurs lumières, leurs couleurs violentes, leur odeur de cuir et d'épices, le martèlement du cuivre. Des artisans, elle regarde, les mains rapides coudre des babouches ou nouer les fils d'un tapis. Près d'un torrent, ce sont des lavandières aux turbans et aux robes bariolées, visages découverts qui frappaient leur linge avec des battoirs. Malgré le contexte défavorable et les circonstances particulières de leur voyage en Italie en 1936, Mussolini avait organisé une exposition fasciste et pour attirer les touristes étrangers, des réductions de 70% étaient consenties sur le transport en chemin de fer. Elle ne peut s'empêcher d'admirer la beauté des édifices. Contrairement à Sartre, ulcérée de croiser des chemises noires dans les rues. Elle a, dit-elle, le coup de foudre pour les places et les fontaines et les statues sorcières de Rome. Elle se pavane sur le Forum et se réjouit d'être sur le Palatin ou dans le Colisée. Retient d'Orvieto la fresque de Signorelli. De Bologne, ses briques rouges. À Venise, elle contemple la crucifixion du Tintoret au milieu des SS en chemise brune et verse des larmes de rage de ne pouvoir visiter Milan, faute d'argent. L'organisation thématique de Tout compte fait l'a conduite à dresser un inventaire de ses voyages. L'Italie. Elle passe à Rome une grande partie de ses étés avec Sartre et décrit la métamorphose de la cité en 40 ans. Reconstruction, consolidation des bâtiments, construction de l'autoroute. Elle note aussi les défaillances de sa mémoire
qui lui ont fait oublier les fresques ou les puits redécouverts quelques années plus tard. Elle y rencontre des artistes, des responsables politiques, des intellectuels. Elle énumère les villes italiennes qui ont retenu son attention. Pérouse et son curieux aqueduc qui traverse la ville basse, ou bien la rue souterraine bordée de maisons du XVIe siècle. Bologne est l'une de ses plus grandes beautés, la place S. Stefano, bordée de palais et d'églises des XIe et XIIe siècles. Padoue, Mantoue, Vérone, Crémone, Venise et son festival. La France, l'Île-de-France et ses parages, dit-elle. Troyes, Sens, Chartres, Meaux. Arras. J'ai vu le beffroi, les places à arcades conçues par des architectes flamands sous l'influence de l'Espagne. Cette alliance a produit un chef-d'œuvre. Les châteaux qu'elle revisite par des anecdotes, un chien lâché contre elle au château de la Grange Blénaud, habité autrefois par Lafayette, et des descriptions sommaires, celui du Marais et ses fêtes célèbres, celui de Vaux au parc dessiné par le nôtre et pour lequel Fouquet dépensa 18 millions, le donjon et les tours de Sept-Monts envahis d'orties et de mauvaises herbes, le château de Viviers-en-Brie qui recueillit Charles VI, celui de la Grange-le-Roi, bâti en briques et en pierre, dit-elle, et son préféré, le château de Champ de Bataille au décor d'une émouvante grandeur. Puis ce sont les églises, à Laon, à Houdan, Villemort, Écuy, où une inscription évoque l'étrange histoire d'un inceste multiple. Jouarre et sa crypte du 7e siècle, qui renferme, je cite, le plus beau monument mérovingien qui nous soit resté. Aux cathédrales de Soissons, de Reims, de Laon, succède l'évocation des abbayes, celle de Bec-et-Loing qui fut un temps le foyer intellectuel de l'Occident, celle de Royaumont. Puis c'est l'inventaire des paysages, la belle forêt de Saint-Gobain et son étang mélancolique, au bord duquel se dressait un monastère abandonné, le Tortoir. La forêt des Ardennes, un endroit enchanté. La vallée de la Meuse, la Champagne avec Verdun, pays d'enfance de sa mère, et ses environs qui la bouleversent encore, à l'évocation de cette énorme boucherie, écrit-elle, et ses 500 000 morts. Dont Rémy, Vaucouleurs, Aviotte, Bar-le-Duc, dont l'église Saint-Étienne recèle un chef-d'œuvre. Le décharné de Ligier-Richier, une charogne dressée, décrit-elle. Saint-Miel, pays natal du sculpteur, Langres, Châteauvillain, avec la maison de Jacques, son cousin. Et encore tout l'ouest de la France, de la Loire aux Pyrénées, avec Nohant, le pays de George Sand, Oradour-sur-Glane, où comme à Pompéi, citation, la vie quotidienne est présente, abruptement pétrifiée par la mort. Et tant d'autres évocations qui donnent au lecteur le sentiment d'une infinie gourmandise de la vie. Simone de Beauvoir retrace méticuleusement son parcours de la planète Terre au fil des ans, dans une frénésie d'inventaire pour le futur, pour un lecteur éventuel qui ne connaîtrait rien de cet univers disparu et qu'elle ressusciterait par le travail croisé de l'écriture et de la lecture. Ainsi, après la France, c'est la Yougoslavie qu'elle a visitée 2 fois, en 1953, en 1968, et dont les changements observés lui font prendre conscience du déroulement du temps. Ce sont ses mots. Puis elle évoque le Japon qu'elle visite avec Sartre par pur plaisir, dit-elle, en 1966. Invités par leur éditeur japonais et par l'université de Keio, ils y donneront des conférences et profiteront de l'occasion pour découvrir le pays dans tous ses aspects. Tout compte fait. Nos amis ont voulu nous montrer la campagne environnante. Par le train, puis en auto, nous avons gagné la petite ville de Hakone, puis un hôtel au-dessus d'un lac entouré de collines. La végétation était à la fois luxuriante et ordonnée. J'ai été frappée dans les villages par la propreté des maisons et des chemins, par l'élégance des fleurs que les paysans cultivent autour de leurs potagers bien soignés. Nous avons vu la maison de campagne de Tomiko, celle d'un de ses amis chez qui nous avons dîné.
J'aime ces intérieurs nus, où luit doucement la blondeur des tatamis et que le paysage envahit de tous les côtés. C'était Yoshiko qui avait préparé le dîner, de style chinois, délicieux. Le lendemain, nous avons roulé au-dessus du lac sur une belle route à flanc de coteau. C'était celle que suivaient jadis les marchands pour aller de Tokyo à Kyoto. Entre les territoires rattachés à ces villes se trouvait une douane. On l'a transformée en musée. On y voit grandeur nature des samouraïs dans le costume qu'ils portaient au XVIIIe et dans les attitudes qui étaient les leurs au poste de garde où ils se tenaient. Le volant culturel est représenté par les écrivains japonais comme Tanizaki et son roman Les Quatre Sœurs, le théâtre traditionnel japonais, le No, qui la fascine et qu'elle décrit avec force détail. Puis c'est la structure du spectacle qui est savamment présentée. Après le No, c'est le bunraku, spectacle de marionnettes. Un art d'une beauté singulière, remarque-t-elle, qui fait l'objet d'un long développement. Ce qu'elle admire dans cet art, c'est le parfait équilibre entre le réalisme et la distanciation. Ce sont ses mots. L'aspect pédagogique de son inventaire est présent dans le dévoilement de cette culture, encore peu connue du grand public, qu'elle a sortie de commentaires savants. Le bunraku, explique-t-elle, a inspiré le théâtre kabuki, dont les acteurs de chair et d'os interprètent les pièces créées pour le premier. Les estampes japonaises exposées au musée de Tokyo manifestent selon elle également cet équilibre de stylisation et de réalisme qui caractérise le bunraku. Elle en décrit le décor épuré, sur lequel, citation, les personnages dessinés et peints avec une extrême précision vivent des moments de leur vie quotidienne. Elle évoque comme pour les sortir de leur écrin et les donner à voir à tout un chacun des belles peintures sur soie du XIe siècle, les rouleaux du XIIe, un beau paravent en papier du XVIIe. Les combats de sumo, prisés des Japonais, ne retiennent que peu son attention. Les combattants sont d'énormes et hideuses masses de chair, écrit-elle, qui s'affrontent et s'empoignent. Parmi les nombreux voyages qu'elle a effectués, il faut distinguer les voyages politiques, comme elle le fait elle-même au chapitre 6 de Tout compte fait. Ce sera l'URSS, la Tchécoslovaquie, l'Égypte, Israël, Stockholm et Copenhague, à l'occasion du tribunal Russell. L'URSS. Elle accomplit avec Sartre de nombreux voyages dans ce pays en 1962, puis quelques semaines chaque été, dit-elle, jusqu'en 1966. Ensemble, ils rencontrent des écrivains, Ehrenburg, qui les informe de la vie culturelle russe, Dorok, historien de l'art, des artistes. Ils participent au congrès de la Communauté européenne des écrivains, la COMES, à Leningrad en 1963, et à cette occasion, il rencontre Khrouchtchev dans sa magnifique propriété de Géorgie. Puis c'est Moscou, la Crimée, Yalta, l'Arménie et sa capitale Erivan, Kiev, où ils sont invités en 1964 pour une fête en l'honneur du grand poète Chevtchenko. En 1965, ils se rendent de nouveau à Moscou, puis en Lituanie, à Yalta, à Odessa. En 1971, elle écrit qu'elle pense ne jamais revoir Moscou. En Tchécoslovaquie, il rencontre des écrivains, Hofmeister, des journalistes, Lim. La Scandinavie. En 1967, elle participe avec Sartre au tribunal Russell qui se tient à Stockholm, puis à Copenhague, pour juger l'action des Américains contre le Vietnam. Mobilisée par l'action politique, elle reste néanmoins sensible à chaque pays visité, au charme et au pittoresque des villes qui les accueillent. C'est, pour elle, le cœur de Stockholm, avec ses beaux immeubles de verre, ou encore les eaux du fjord, plombées ou bleutées selon les caprices de la lumière danoise. Au Danemark. Roskilde, c'est la ville où les rois venaient se faire sacrer et enterrer. Au centre se dresse une très belle cathédrale du XIIIe siècle, la plus ancienne du Danemark. Elle est en briques rouges, avec 2 très hauts clochers et des toits verts. L'intérieur est vaste et glacé. Il enferme des tombeaux très laids et de belles grilles en fer forgé.
À côté se trouve le palais royal, en belle pierre jaune, sobre et majestueux. Du parvis de l'église, on aperçoit au loin les eaux du fjord, plombées ou bleutées, selon les caprices de la lumière. Que le soleil brillât ou que la neige tombât à gros flocons, j'aimais toujours l'arrivée dans la petite ville, ces deux clochers s'envolant vers le ciel. À quelques pas se trouvait la maison syndicale Fjord Villa. À la porte, de jeunes Danois blonds et barbus, un brassard rouge au bras, filtraient les entrées. On montait un étage, on traversait une vaste salle à manger, on suivait un corridor qui servait aussi de restaurant, et on entrait dans la salle des fêtes, où on dansait le samedi soir. C'est là que nous siégions. Le secrétariat était installé à l'étage au-dessus. Le restaurant était très gai à cause des grandes baies vitrées qui donnaient sur le ciel, sur des arbres et sur la promesse de la mer au loin. La salle des séances était bizarre. C'est sur la scène que nous nous installions derrière une longue table droite. L'Égypte et Israël. C'est pour préparer un dossier sur le conflit israélo-arabe à paraître dans les temps modernes que le couple Sartre-Beauvoir visite ces deux pays en 1967. Il visite le musée du Caire et découvre le trésor de Toutankhamon, le Sphinx, les pyramides, les rues du Caire, la cité des morts. À Luxor, c'est le temple d'Amenophis II, puis celui de Karnak, celui de Der el-Bahari, une nécropole, la vallée des rois. C'est toute une civilisation, écrit-elle, ses guerres, ses cérémonies sacrées, ses fêtes profanes, ses travaux, sa vie quotidienne, qui se donne à voir dans un temps très court. Le barrage d'Assouan en construction, dont la réalisation entraîne des travaux importants pour sauver les édifices anciens, comme le temple d'Abou Simbel, découpé et reconstruit sur les hauteurs. La visite des camps de réfugiés à Gaza conclut ce voyage. Juste après l'Égypte, c'est la visite de Tel Aviv, Jaffa, les kibboutz, ainsi que des villages sans vie communautaire, Moshavim, les lieux sacrés, Galilée, Jourdain, lac Tibériade, Safed, Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Césarée, Jérusalem, les lieux de mémoire des victimes de la solution finale, citation, crypte mémoriale, les mines du roi Salomon, l'hôtel de la reine de Saba à Eilat. De cet inventaire systématique des voyages qu'elle a effectués, on peut retenir le plaisir de faire partager au lecteur une insatiable curiosité pour le monde qui nous entoure et un enthousiasme toujours renouvelé pour ses richesses, sa variété et le bonheur de les contempler. Cette appréhension sensible de l'univers définit ce qu'on peut appeler son sensualisme.